Alors, Joël, merci d'être là. Merci de prendre du temps pour nous. Donc, vous Bonjour. êtes docteur en sciences de l'éducation et psychanalyste. Oui, Et vous êtes également professeur de yoga et de méditation. Je vous ai connu via YouTube où vous avez à peu près 10 000 abonnés, oui, même peut-être un peu plus maintenant, un peu 12 000 plus, et hein. quelque chose. Oui, 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 presque pas loin, on n'est pas loin des 13 000, je crois pas, un peu plus de 12 000, oui. Ça Ouais, commence à gonfler un peu. super. Et j'ai plaisir à vous écouter et vous m'aviez dit au dernier entretien que nous avons eu que vous écriviez vous-même vos méditations. Et je voulais savoir comment vous en êtes arrivé justement à devenir professeur de yoga et écrire ces méditations. Alors bon, bah écoutez, d'abord bonjour à tout le monde et merci de m'accueillir, hein, sur ce thème qui me tient bien, bien à cœur quand même. Euh, En fait, j'ai quand même toujours eu un penchant pour l'écriture, hein. Depuis que je suis jeune, je suis quand même plutôt littéraire et j'ai toujours aimé écrire. Donc, Euh, j'ai, bon, je suis devenue professeure de yoga suite à des événements un petit peu particuliers dans mon parcours de vie et suite à beaucoup de souffrances, hein, et donc j'étais plutôt en quête d'essayer d'aller mieux, mais comme j'y arrivais pas, à un moment donné, j'ai pensé que je pouvais peut-être mettre fin à mes jours et donc j'ai bien réfléchi à comment j'allais le faire pour pas me louper. Alors mes enfants étaient déjà assez grands. Je les ai eus assez jeunes, enfin très jeunes même. Et, hum, et en fait, plus je réfléchissais à la mort et comment bien mourir sans abîmer ma famille, sans, enfin, plus j'ai traversé, je sais pas, quelque chose. Et un jour, je me suis réveillée et en fait, j'étais passée à autre chose, en fait. Voilà. Et à partir de là, j'ai commencé un travail de thérapie, de psychothérapie assez sérieux, qui a duré des années, hein. Et puis, j'ai fait des thérapies un petit peu marginales. Et au cours de ces voyages et de ces expériences marginales, un petit peu, je dirais, j'ai découvert les états modifiés de conscience, les trans, et un monsieur qui travaillait sur les vies antérieures. Donc moi, à cette époque-là, je connaissais rien de tout ça, hein. Et donc ce monsieur s'appelle Patrick Drault. Il a écrit un best-seller qui s'appelle Nous sommes tous immortels. Et en fait, j'ai entamé un travail avec la compagne de ce monsieur. Et du coup, j'ai assisté à ces stages, à ces séminaires qui duraient parfois une semaine. Et là, la première fois, la veille du stage, enfin, la première nuit, on était tous arrivés le soir. Donc, dans la nuit, j'ai fait un rêve très, très fort qui me disait, c'est comme un doigt pointé vers moi qui me disait, tu vas devenir professeur de yoga. Et moi, je ne savais pas ce que c'était le yoga à ce moment-là. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Et donc le lendemain matin, alors ça m'a réveillée, je me suis assise dans mon lit, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et le lendemain matin, la journée a commencé par enfin, une activité qu'on allait avoir toute la semaine. Et on avait deux activités à choisir et dans les deux, il y avait le yoga. Donc je suis allée au yoga, forcément, vu le rêve que j'avais fait. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire du yoga, ça a été pour moi, mais j'étais rentrée chez moi, quoi. Voilà. J'étais à ma place et c'était une révélation pour moi, le yoga. Donc, c'était ça, c'était au mois de juillet. En septembre, je me suis inscrite dans une école de professorat de yoga. Et 6 mois après, je commençais déjà à enseigner. J'avais une carte de professeur stagiaire, mais j'ai fait bien sûr les 4 années d'études, hein, et même bien plus. Mais ça a été vraiment, j'étais chez moi, quoi. J'avais retrouvé ma maison, je sais pas. Enfin, dès que je commençais à pratiquer, toutes ces souffrances, tout ce désordre intérieur, psychologique, émotionnel, s'apaisait. Et donc, avec le yoga, mais le yoga, c'est la base de la méditation, hein. Parce on imagine que la méditation, c'est on s'assoit et on bouge plus. Mais en fait, la méditation, c'est dans le mouvement, ça peut être en cuisinant, c'est un état de conscience, la méditation. C'est un état de présence. C'est un état oui, de présence. C'est-à-dire on n'est pas ni dans le passé ni dans le futur. On est là, ici et maintenant. Et c'est ça qu'on travaille. Alors, quand on pratique le yoga, ce sont des enchaînements de postures, mais pas que, hein, parce que le yoga,
toute une philosophie de vie avec des tas de petites cases, hein. Alors, dans ces petites cases, il y a la respiration, il y a les asanas, c'est-à-dire les mouvements, la pratique physique, mais il y a la méditation, c'est-à-dire l'assise méditative, il y a le yoga nidra, qui est une préparation à la méditation, et puis il y a des préceptes de vie, c'est-à-dire qu'on a à s'intéresser à une philosophie, c'est-à-dire qu'il y a des vertus à développer, c'est-à-dire la bienveillance, l'acceptation, des choses dont on entend, qui nous paraissent logiques d'ailleurs, l'impermanence, le détachement, enfin il y a tout un tas de, voilà. Le yoga, c'est très très, c'est pour la vie en fait, c'est tout un chemin de vie. Donc voilà, donc je suis devenue très vite, enfin assez vite professeur de yoga. Et parallèlement, comme je continuais mes études, bah, enfin pas mes études, mais ma psychothérapie, très vite, j'ai aussi fait une école de psychothérapie parce que je me disais que les deux, il y avait un lien entre le psychisme et le corps. Enfin, vous voyez, et pour moi, c'est tout ça, enfin, je suis devenue chercheuse en fait. Et puis, bah, du coup, j'ai fait faire un bilan de compétences. Je me suis aperçue que j'avais des capacités que je ne soupçonnais pas. Et donc, du coup, j'ai passé mon bac. Et puis, voilà, j'avais déjà 35 ans à ce moment-là, hein. Et donc, et après, je suis allée jusqu'au doctorat tout en faisant les études autres. Voilà. Voilà comment je suis arrivée à la méditation. Et quand j'ai commencé à enseigner, je, je, je voulais pas faire juste des postures. Je voulais faire les postures, mais un aspect méditatif. Et j'avais bien compris que l'assise méditative, c'est de la souffrance. Et moi, vous savez, j'ai une pathologie depuis que je suis toute petite. J'ai une souffrance physique aussi. Donc, j'ai une déformation de la colonne vertébrale qui fait que dès que j'étais petite, j'étais dans les mains dans des salles de rééducation, dans des corsets, sur une planche pour dormir. Enfin bon, et puis mon corps me faisait mal. Et avec le yoga, eh bien, vers la quarantaine, un matin, je me suis levée, j'avais plus mal. Et ça a été alors deuxième révélation parce que je me suis dit mais ça guérit en plus. La pratique amène, enfin soulage la douleur en fait, hein. Et donc, c'est vrai que je pratiquais très sérieusement tous les jours. Et donc, je voulais pas infliger cette souffrance que moi j'ai eue pendant mes études de tenir l'assise pendant un quart d'heure, une demi-heure, parce que moi, mon corps, voilà, j'étais la plus mauvaise élève hein, dans ma promotion d'études parce que je ne pouvais pas tout faire avec ma pathologie de dos. Et donc, quand j'ai commencé à enseigner, tout de suite, à la fin de chaque cours, j'ai fait des cours un peu plus longs, je proposais à mes élèves de s'allonger et de commencer à méditer, mais allongé. Et dans la méditation, dans le yoga, il y a une partie qui s'appelle le yoga nidra, que les scientifiques appellent maintenant le scan corporel. Et c'est une préparation à la méditation. Et donc, du coup, on le fait allonger parce que justement, euh, on s'entraîne on entraîne notre esprit à calmer les pensées, à écouter la respiration, à cet état de présence qu'est la méditation. Et comme on n'a pas de souffrance dans le corps, puisqu'on est allongé, c'est après une séance de yoga, on s'est détendu. Du coup, déjà à ce niveau-là, on peut vivre des expériences. Et moi, je ne voulais pas, comme là, bon, j'ai un petit papier sous les yeux, si jamais j'ai un petit blanc ou quoi pour savoir quoi vous dire. Je ne voulais pas, je voulais faire ça vraiment en live tout le temps. Alors, ce que je faisais, c'est qu'à la fin du cours, d'abord mes cours, je ne les préparais pas, j'écoutais la salle d'abord, et puis, je sentais un peu comment il y avait des séances plus dynamiques, d'autres plus calmes, enfin, et je m'allongeais au milieu de mes élèves, parce que j'ai tout de suite eu beaucoup de succès, j'ai tout de suite eu des gros groupes au yoga. Et donc, je m'allongeais au milieu de mes élèves, et puis je faisais ce yoga nidra, et je les faisais, voyez. Alors, il y avait le yoga nidra, c'est très structuré, et puis très méditatif. Et après, je les faisais voyager avec de la visualisation, parce que tout ça, ça fait partie hein, du yoga, la visualisation positive, les pensées positives. Et j'ai fait ça pendant des années. Voilà. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit, mais quand même, toutes ces méditations, là, tout ce que tu nous fais, tu devrais un jour. Et alors, comme moi, j'adore écrire, eh ben oui. Alors, tout ce que j'avais déjà fait en live, eh bien, je me suis mis à mon ordinateur et j'ai fait. Alors, c'était pas mon premier livre quand même, hein, parce que quand j'ai fait mon doctorat, ma thèse a été publiée et donc il y a eu, on a fait une synthèse de ma thèse et donc il y a eu un livre déjà, parce que c'était mon premier livre. Et après, donc, j'ai fait un livre qui s'appelle Relaxation et méditation guidée.
et qui a encore beaucoup de succès. Et c'est une bible pour les sophrologues, les éducateurs, les médecins, enfin, pour ceux qui veulent détendre les gens. Et c'est un livre qui s'est bien vendu. Enfin bon, par rapport, c'est un livre très spécialisé quand même. Mais tous les gens il y a des gens qui vivent avec mon livre. C'est-à-dire qu'ils animent des groupes, ils ont le livre et ils travaillent une méditation, voilà. Et donc j'ai commencé à écrire comme ça. Et puis comme je continue à créer, ben je continue à écrire, voilà. Hein, et après, par rapport à l'écriture, j'ai fait une retraite méditative de 10 jours qui s'appelle Vipassana. C'est une retraite où pendant 10 jours, on ne parle pas et on ne fait que méditer. Et donc, ça a été tout l'inverse de ce que j'enseigne à mes élèves, c'est-à-dire que je n'ai été que dans la souffrance physique puisqu'on était en assise pendant pratiquement 15 heures par jour et on n'avait pas le droit de rien. Hein. Enfin, bon, c'était très, très strict. Et donc, pendant cette retraite méditative, j'ai tenu, parce que ça m'intéressait quand même de faire ce travail, mais j'ai développé, là j'ai eu une révélation encore, j'ai développé des pratiques pour soulager la douleur encore plus. Et donc, quand je suis sortie de cette retraite, moi, j'ai écrit un deuxième livre sur la méditation qui s'appelle La puissance de guérison de l'esprit, parce qu'en fait, là, c'était que des méditations que je n'avais jamais faites mais que j'avais expérimenté dans mon corps et qui traitait de la guérison. Mais vraiment spécifiquement, c'était plus des petits voyages où on va sur une plage, où on fait rêver un peu les gens, des visualisations positives. C'était vraiment plus axé guérison. Voilà. Et puis, bah, depuis, je continue. Voilà. Depuis, je continue parce que, en fait, bah, les gens sont, vous savez bien qu'on est dans une société du toujours plus. Donc, ils aiment bien avoir des nouvelles choses tout le temps. Et puis moi, je suis très créative, donc je continue. J'ai encore un livre qui est sorti là en septembre qui s'appelle Soigner avec la méditation. Voilà. Et ce sont des textes aussi pour méditer. Donc voilà comment je suis arrivée à la méditation et au yoga, enfin, en essayant d'être faire au plus court, mais on va essayer de revenir à la méditation et le thème peut-être que vous souhaitez que j'aborde. Oui, justement, pour quelqu'un comme moi qui a du mal à... Enfin, j'intègre cette pratique de temps en temps, mais j'ai du mal à durer dans le temps. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette présentation ce soir pour connaître, parce que j'ai toujours besoin de savoir pourquoi faire les choses. Et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu savoir quels sont les bienfaits de la méditation pour notre corps, notre cerveau, pour Alors, la santé. au départ, si vous voulez, quand on décide de méditer, c'est plutôt une quête intérieure. C'est parce que la méditation, c'est un chemin spirituel, en fait. À la base, hein, alors qui dit spirituel ne dit pas religieux, parce que la méditation, le yoga ont longtemps été classés sectes, entre guillemets. Moi, en tout cas, quand j'ai commencé, c'était un peu comme ça. Et alors qu'aujourd'hui, comme la méditation a été repris par des scientifiques, les neurosciences, et on sait que ce que disait le yoga à l'époque, hein, que le yoga fait du bien et la méditation fait du bien. Aujourd'hui, on entend beaucoup, beaucoup parler de la méditation. Mais la méditation, à la base, on ne le fait pas pour se soigner, même si ça nous soigne de toute façon. Mais à la base, si vous voulez, la grande différence, c'est qu'en Occident, méditer, c'est réfléchir à un sujet. On va méditer, je ne sais pas, sur un sujet ou une préoccupation. C'est une action mentale, méditer. Alors que en Orient, méditer, c'est plutôt une quête de connaissance de soi, une quête d'écoute intérieure, et justement où on lâche le mental, où on essaye de ne plus analyser, de ne plus être dans cette attitude très occidentale où on analyse tout, voilà. Et donc ça n'a rien à voir. Mais c'est surtout le pourquoi, c'est c'est- c'est trouver quelque chose pour soi. Et ça me relève plus d'une réconciliation, je dirais, entre le physique, le psychologique, l'émotionnel et le spirituel. Parce qu'on est des êtres quand même bien de chair, bien terrestre, bien matériel, mais on a quand même une dimension qui nous dépasse avec tous les mystères que comporte ce dépassement. Et quand on rentre dans la méditation, il faut déjà quand même, je dirais, avoir au moins ce questionnement-là. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que c'est que ce grand tout-là? Vous voyez, il y a une quête intérieure quand même. Parce que le yoga et la méditation cheminent un petit peu là-dedans. Hein. Alors, les bienfaits, ils sont innombrables, mais à la base, euh, on n'en sent pas tout de suite les bienfaits peut-être.
si vous voulez. Il suffit pas de s'asseoir pour avoir les bienfaits de la méditation, je pense pas. Moi, j'ai senti tout de suite des bienfaits parce que ça m'a fait du bien à mon corps. J'ai senti tout de suite, parce que peut-être j'étais prête aussi, euh, j'ai senti tout de suite que ça apaisait aussi mon mental. Mais pour certaines personnes, pratiquer le yoga, c'est impossible parce que ça leur fait mal partout, parce que voilà. Donc, les bienfaits, on les sent pas forcément tout de suite. Mais si on commence une pratique comme ça parce qu'on a une motivation intérieure, alors oui, on va au bout d'un tout. Moi, je vois mes élèves, par exemple, les nouveaux élèves, au bout d'un trimestre, s'ils viennent au moins une fois par semaine, au bout d'un trimestre, ils commencent à sentir quelque chose. Et au bout d'une année, alors là, il y a les personnes qui peuvent plus se passer du yoga. Parce que voilà, ils savent que ça leur fait vraiment du bien, puis que c'est un moment vraiment pour eux. Hein. Donc la méditation, ce que ça va apporter au départ, c'est un espace pour soi. C'est arrêter d'être toujours tourné vers l'extérieur et de accaparer par les stimuli extérieurs. Ça, c'est l'ennemi de la méditation, la distraction, l'agitation. Et c'est vraiment revenir à l'intérieur. Alors qu'on soit en position assise ou allongée, voilà. Mais c'est s'arrêter. Parce que, bien sûr, on peut méditer quand on est un petit peu habitué en faisant une activité, mais quand même, au départ, il faut apprendre à s'arrêter, à se poser, à se déposer sur la terre, ou sur le sol, ou sur une chaise, je sais pas, comme on veut. Voilà. Et après, la méditation, si vous voulez, il y a des outils qui vont nous permettre de fixer notre mental, parce qu'on ne peut pas arrêter les pensées. C'est d'accord, on ne peut pas arrêter les pensées. C'est par la volonté que vous ne pouvez pas arrêter les pensées. Ouais, je suis d'accord. Donc, le but, c'est pas d'arrêter les pensées. Le but, c'est de devenir, c'est de travailler la conscience. Et on devient, si vous voulez, comme un observateur, on appelle ça le témoin dans le yoga. On devient un observateur de tout ce qui est présent. C'est-à-dire qu'on est dans l'instant. On n'est plus dans hier ce qui s'est passé ou demain ce qu'on va faire. On est là, ici, maintenant, et on va écouter. Et qu'est-ce qu'on va voir? La première chose qu'on va entendre, c'est nos douleurs physiques, si jamais on est en assise. Ou ce qu'on va entendre, c'est notre train mental qui n'arrête pas. Et donc, en général, au départ, quand on commence la méditation, souvent, on est quand même un petit peu guidé. Donc, la personne qui guide, elle va nous inviter à, comment dire, nous concentrer sur un support méditatif qui va nous aider. Et ce support méditatif, on en a un qui est vraiment extraordinaire, c'est notre respiration. Alors, ça peut être un objet, ça peut être une récitation de prière, il y a plein de supports méditatifs au départ. Mais la respiration, on l'a n'importe où, à n'importe quel moment, on a besoin de rien d'autre. La, la conscience, la respiration et l'écoute. Et donc, on va commencer à observer sa respiration. Et si vous voulez, dans le yoga, quand on fait les pratiques, la respiration, on écoute la respiration sans arrêt. C'est pas comme de la gymnastique, si vous voulez. On travaille les mouvements en conscience. Donc, on écoute à la fois le corps, la respiration, nos limites. Voilà. Et donc, pendant qu'on médite, on va être guidé pour revenir vraiment dans l'instant présent avec ce que contient tout l'instant présent. Et on va essayer d'accepter ce qui est là, c'est-à-dire même nos pensées, de ne pas s'y accrocher. Enfin, voilà, bon, après, c'est un entraînement. Hein. Mais après, pour parler vraiment des bienfaits, ben, ça va nous ouvrir à une dimension plus élevée de nous-mêmes déjà, parce que quand on commence à méditer, on se connecte à quelque chose qui nous dépasse. Mais bon, ça, on n'y croit pas. Mais en tout cas, il y a quand même cette dimension-là. Euh, Ça va nous permettre un engagement sur un chemin intérieur de connaissance de nous-mêmes, parce que forcément, quand on s'introspecte et qu'on médite, on va être confronté quelquefois à des zones de nous-mêmes, à des choses qui passent là tout le temps ou qui reviennent. Donc, ça nous oblige à nous écouter un petit peu. Euh, Ça va nous sortir d'une certaine ignorance parce que on va développer la conscience de nous-mêmes, la conscience des autres, la conscience de nos douleurs, de notre corps, parce que si vous voulez, les trois quarts, il y a beaucoup de gens, même quand ils ont une forte émotion,
ils en ont même pas conscience. Donc avec la méditation, on va devenir de plus en plus conscient. Et du coup, quand quelque chose nous contrarie, bah, tout de suite, on le sait. On va, vous voyez, on va développer cette conscience et on va avoir la conscience de l'impact que ça a sur notre corps. Et donc, du coup, on va pouvoir tout de suite essayer d'évacuer ça. Donc, c'est pas facile, hein, ça se fait pas comme ça, hein, mais je crois que la méditation, c'est vraiment, ça développe la conscience. Et la conscience de soi, mais aussi des autres. Parce que vous savez, les trois quarts des gens, ils ne s'écoutent pas. Et, enfin, c'est très compliqué. Et donc, ça développe aussi une conscience de l'autre, donc une meilleure relation, une meilleure écoute. Ça permet une meilleure concentration. Et donc, moi, quand j'ai commencé à faire du yoga et que je faisais des études, donc en étant maman, en ayant deux ados, en travaillant, en ayant encore des parents malades. Le fait de pratiquer le yoga donc forcément la méditation, eh bien, ça m'a donné une énergie mais incroyable. Les gens me disaient, mais comment c'est possible que tu puisses faire tout ça? Et moi, je sais que c'est grâce au yoga que j'ai pu faire tout ça, parce que ça, on travaille l'énergie aussi. Si vous voulez, ça lève les blocages énergétiques. On travaille beaucoup sur la circulation énergétique dans le corps. Et donc, ça permet quand on a des projets, ben de nous donner oui, de l'énergie, plus de conscience, plus de concentration, donc plus d'efficacité. Alors, on va à contre-courant de notre monde actuel qui nous demande toujours plus, puisque là, on se pose et on s'arrête. Mais le fait même de s'arrêter et de travailler le yoga, la méditation, ça va nous donner plus d'efficacité dans ce qu'on fait. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, hein. C'est un témoignage personnel, mais quand même, toutes les personnes qui parlent de la méditation confirment ça. Après, la méditation, elle a maintenant été reprise par la science et les scientifiques, et donc on a découvert que, alors, il y avait pas tout ce que les yogis disaient, hein, mais une amélioration générale, hein, au niveau de l'apaisement cérébral, hein, du cerveau, une synchronisation des ondes cérébrales qui amène un état de détente, donc une détente du système, de tout le système D'accord. cérébral, Mhm. une amélioration du système immunitaire, une régularité du système cardiaque, une meilleure digestion, une meilleure connaissance de soi. Donc, je vous l'ai dit, une meilleure conscience de soi et du coup, une élévation du seuil de tolérance à la douleur. Parce que, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais quand on apprend à méditer, après, alors bon, ça, c'est une de mes spécialités aussi, c'est que, si vous voulez, quand on respire et qu'on envoie, par exemple, sa respiration dans une partie du corps, eh bien, l'énergie va là où on envoie la conscience. Et quand on a une douleur et qu'on respire dans sa douleur, eh bien, on va avoir une guérison plus rapide et on va pouvoir mieux gérer sa douleur. Et donc ça, c'est vraiment, en tant que psychothérapeute, j'accompagne beaucoup de cancéreux, beaucoup de gens qui ont des maladies graves aussi. Et quand ils écoutent les méditations tous les jours, c'est des gens qui, en général, gèrent beaucoup mieux leur traitement, enfin, beaucoup mieux leur maladie. Alors après, concrètement, c'est bon pour la fatigue, le burn-out, l'hyperactivité. Alors là, j'ai toute une liste concentration, insomnie, les peurs, les paniques, les anxiétés, les angoisses, les problèmes articulaires, les problèmes digestifs, les migraines, les dépressions. C'est pas magique, hein. Mais Mhm. il y a ça qui a une amélioration. Les problèmes de dos, alors ça, je confirme, les problèmes articulaires, les gens qui ont des fibromyalgies, quand ils viennent au yoga, au bout d'un an de pratique, ils ont beaucoup moins de douleurs. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont plus du tout, hein. Les problèmes cardiaques, les maladies psychosomatiques. Enfin bon, le panel est vaste, mais c'est quand on a une pratique régulière, quand même, hein. Et alors, c'est le psychiatre Christophe André et John Kabat-Zinn, qui est un Américain, qui est psychiatre aussi, c'est eux qui ont commencé à amener la méditation à l'hôpital psychiatrique, en fait, hein, pour les malades psychiatriques. Et ils ont pompé sur le yoga pour développer une technique, hein, qui s'appelle la méditation laïque de pleine conscience. Je ne sais pas, vous avez dû entendre parler, et qui s'appelle aussi la méditation MBSR, c'est-à-dire bon, l'éveil de l'esprit. Et donc, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils font bouger les gens, les font respirer et leur font du scan corporel. Alors, ils ont rebaptisé, ça s'appelle Yoga Nidra, hein, la méditation allongée.
Ils l'ont rebaptisé scan corporel parce que ça fait plus scientifique, mais ils ont introduit toutes ces pratiques à l'hôpital. Et on sait aujourd'hui que ben, ça aide énormément au niveau de la dépression et des troubles psychiques. Alors après, il y a tous les autres savants qui s'intéressent à ça et qui ont bon pour toutes les. On voit bien que c'est bon pour tout, mais euh, en même temps, c'est pas le but de la méditation si vous voulez, hein. Mais ça conduit à une meilleure santé, effectivement, et sans doute une meilleure longévité. Peut-être aussi même, c'est au niveau du vieillissement. Moi, j'ai 71 ans, hein, je pratique le yoga maintenant depuis à peu près 35 ans, hein, puisque j'avais 35 ans quand j'ai eu ma révélation. 36, mais maintenant, hein, je fais 36 ans. Et donc, j'ai lu là, dernièrement un article d'un professeur à l'université de Stanford, je crois, qui vient de rebaptiser le yoga nidra à nouveau en NSDR, c'est-à-dire non-sleep deep rest, c'est-à-dire un sommeil conscient, c'est-à-dire un repos sans sommeil, un repos profond sans sommeil. Et ça, bah, c'est le yoga nidra. Alors on change les noms, mais en fait tout ça, ça vient du yoga. Et c'est vrai que c'est une belle pratique à ce niveau-là, quoi. Les bienfaits sont très, très importants, quoi. Voilà. Alors, pour avoir écouté beaucoup vos méditations, euh, pour vous, quels sont les pouvoirs des affirmations pendant ces méditations? Alors, la pensée positive, hein, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle en Occident, c'est une technique qui a été développée ces enfin, ça fait quand même pas mal d'années, hein. Ça fait partie intégrante du yoga. Si vous voulez, dans le yoga et la méditation, il y a quelque chose qu'on appelle le sankalpa. Le sankalpa, c'est qu'est-ce qu'on veut dans notre vie. Vous voyez? Alors, c'est important pour vous qui travaillez pour les personnes qui veulent entreprendre des choses, entreprendre ensemble. Quel est notre besoin profond? Alors moi, quand je m'interroge, ce que je veux aujourd'hui. Bon, pendant des années, ça a été je réussis ma thèse avec mention très bien. Bon, j'ai réussi ma thèse avec mention très bien. Voilà. C'est une phrase positive, affirmative, hein, et pas que, mais il faut déjà la trouver et pouvoir parce que souvent les gens le font, mais elle n'est pas bien écrite. Vous voyez, il faut bien la définir. C'est qu'est-ce que je veux? Bon, si ce que je veux, je veux guérir, par exemple, je suis malade. Alors, la phrase positive, l'affirmation positive, ça ne sera pas je suis en train de guérir ou je guérirai, c'est je suis guéri. C'est-à-dire, c'est comme si c'était déjà là. Donc, que ce soit présent. Moi, mon sankalpa, enfin, mes phrases positives, c'est je suis, comme je quand même j'ai 71 ans, donc je me dis je suis et je reste en parfaite santé, pleine d'énergie et de vitalité, parce que j'ai une vitalité assez petite, heureusement que je fais du yoga. C'est je suis en sécurité, c'est je suis protégée, c'est j'attire de plus en plus de chance, d'abondance et de réussite. Vous voyez, ça va être vraiment à chaque fois positif, affirmatif. Ça s'appelle le Sankalpa. Alors, les Sankalpa, il ne faut pas en avoir une grande liste. Il faut en avoir un, deux, trois, qui sont vraiment ce qu'on veut. Mais si vous dites je veux gagner au loto, ça ne marchera pas. Parce Mhm. que ce que vous voulez, c'est de l'argent. Donc, plutôt falloir dire, j'attire, voilà, j'attire un job qui me rapporte de l'argent ou j'attire de la réussite. Mais après, il suffit pas non plus de dire, tiens, j'attire de la réussite et puis de rester assis sur ses fesses sans rien faire. Passer à Vous voyez, l'action. il faut d'abord créer la pensée positive, enfin, l'affirmation positive, et ensuite il faut mettre en place quand même les choses qui. Mais le fait de, alors on le sait là grâce aux neurosciences, hein, que la pensée positive, elle crée, si vous voulez, dans notre cerveau, on a des chemins neuronaux. Et on sait aussi qu'on emprunte toujours les mêmes. Alors si depuis qu'on est petit, on nous a dit qu'on était nul, eh ben, on se répète toujours qu'on est nul aussi. Moi, j'avais une problématique de fatigue parce que moi, j'ai eu une mère très, très malade et depuis que je suis petite, j'ai toujours entendu je suis fatiguée. Donc moi, je me réveillais le matin et alors plus maintenant, mais pendant des années, j'avais une petite voix là sur les postes, je suis fatiguée. Tu t'arriveras jamais à rien. Vous voyez, on a des injonctions comme ça. Et tout Ouais. ça, quand on nous l'a répété pendant des années, donc ça crée des manques de confiance, ça crée vraiment des blocages psychologique. Et donc, on sait maintenant que
on peut très bien créer de nouveaux, avec la plasticité cérébrale, on sait qu'on peut créer de nouveaux chemins neuronaux dans notre cerveau. Alors, ça ne se fait pas en 3 jours, hein, mais en répétant des phrases positives auxquelles on croit, on visualise, parce qu'il faut aussi se visualiser. Vous savez, par exemple, si vous dites je suis guéri et que vous êtes malade, il faut arriver à se visualiser guéri, il faut répéter la phrase, il faut y croire et il faut ressentir. Ça, c'est le secret. Il faut en plus, si vous voulez, quand on s'imagine guéri, on se dit je suis guéri, ressentir qu'est-ce que ça nous fait si on est guéri. Et forcément, ça nous fait du bien. Et donc, du coup, il y a une action sur le corps aussi, sur les cellules. Donc, c'est très important le sankalpa, enfin la pensée positive associée à la visualisation. C'est pour ça que souvent, dans les méditations guidées, hein, parce que dans la méditation classique, on n'est que dans la pleine conscience. Hein. On part pas en voyage comme ça. Hein. On se concentre sur le souffle. Mais pour aider les gens, là, dans les yoga nidra, tout ça, eh bien, on va les faire voyager un peu parce que faire rêver les gens, c'est leur faire du bien. C'est penser positif, quoi. Je veux dire, là, je vais en faire mettre une sur le bonheur, le plaisir. Quand on ressent du plaisir, on fait du bien à son corps. Donc, répéter des pensées positives auxquelles on croit et auxquelles. Alors, des fois, on est obligé d'aider les gens parce qu'ils savent pas trop faire. Alors, dans les méditations, des fois, on suggère des pensées positives. Mais le vrai travail, c'est de se poser avec une feuille et de noter tout ce qu'on veut, tout ce qu'on voudrait, quoi. Et Mhm. ensuite, quoi vraiment la chose la plus importante pour moi? Allez, j'en choisis 3. Je fais 3 phrases positives et je m'y colle, quoi. Et je mets en place ce qu'il faut, je le répète à chaque fois. Alors, il faut répéter ces phrases positives à chaque fois qu'on est dans un état, justement, entre la veille et le sommeil. Vous savez, comme au moment où on s'endort, où on se réveille, c'est l'état méditatif. C'est quand le cerveau passe en phase alpha. Ou, voilà. Et donc, quand on est dans un état de détente, alors on répète ces phrases. Et ça vaut le coup parce que du coup, en plus, ça calme le mental. Au lieu de faire la liste de courses pour demain ou de penser à ce qu'on a à faire au bureau ou quoi, et si on répète en boucle nos phrases positives et qu'on le fait, ben, on est déjà dans la méditation, si vous Ouais, voulez. Parce que du coup, on apaise les pensées. Donc voilà pourquoi on utilise la pensée et la visualisation positive. l'affirmation. Justement, à quel moment de la journée la méditation va être plus efficace? Alors, les, les, les maîtres spirituels disent qu'il faut méditer toute la journée. Hein. Mais bon, euh, les grands maîtres, quand même, se lèvent tôt le matin en général et méditent le matin. Mais moi, je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir méditer un petit peu tous les jours à un moment où on peut le faire. Donc, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est d'être disponible. C'est de s'arrêter, de se poser, ben voilà, de peut-être écouter une méditation pour se laisser guider. Et, pendant 10 minutes, un quart d'heure, bon, souvent, c'est quand même mieux si les effets, c'est au moins 20 minutes. Mais Christophe André, qui est quand même un grand méditant, dit même si vous ne méditez que 5 minutes par jour, vous êtes déjà en chemin. Donc il faut bien commencer à un moment donné. Hein. C'est comme un joueur de tennis, il ne devient pas champion du jour au lendemain. Donc c'est des heures et des heures d'entraînement. Donc il faut commencer petit et puis faire. Et moi je crois que, enfin mon conseil en tout cas, c'est à un moment donné, vous avez un petit espace-temps. Eh bien au lieu de, je sais pas, de rien faire ou ben, voilà, écoutez 5 minutes de méditation, 10 minutes, essayez de le faire tous les jours, que ce soit le matin, le midi, le soir ou dans l'après-midi, c'est pas grave. Et si c'est allongé, si c'est une méditation un peu plus longue, allongée et que on s'endort, bah c'est pas grave non plus. Parce que si vous voulez, ça veut dire que le corps, il se détend et que au début, bah, on peut pas tout le temps rester éveillé. Vous voyez? Parce que un des ennemis de la méditation, c'est aussi la somnolence. Parce que même assis, il y a des gens qui dorment hein, Oui. en méditation. Bon, Justement, voilà. si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui n'arrive pas à méditer, donc ce serait de commencer par des méditations de 5 minutes. Des petites méditations, oui, oui. Alors, il faut trouver peut-être des thèmes, enfin, mais je n'ai pas envie de dire les thèmes parce que il n'y a pas de thème en fait. Il faut essayer, mais c'est de, oui, de s'arrêter et puis essayer de faire après un petit peu plus. Si la personne a envie d'essayer de méditer, eh bien oui, qu'elle commence par des petits moments
guidée. Et puis peut-être qu'elle essaye de faire un cours de yoga parce que peut-être que ça, alors ça dure toujours au moins une heure et demie. Mais si on trouve le professeur qui nous convient et qui, voilà, ça peut vraiment en même temps entretenir les articulations. Enfin, ça nous permet aussi de méditer tout en se faisant du bien vraiment au corps, quoi. Et puis le troisième conseil que je donnerais, moi, c'est de lire aussi. Peut-être de commencer à s'acheter un livre sur la méditation et voilà, de commencer à s'imprégner de ce qu'est la méditation et oui, puis commencer, oui, par des petits moments de pleine conscience. Et je crois qu'on pourrait peut-être terminer effectivement par un petit moment de pleine conscience, Ouais. à moins que vous ayez encore une question ou deux à me poser. Oui, il y a plusieurs types de méditation. Il peut y avoir la méditation contemplative, enfin, il y a plusieurs, sans se poser forcément. Pour Oui, celles qui c'est n'ont pas de possibilité d'aller en salle de sport, voilà. Non, bien sûr, c'est vrai que de marcher dans la nature, on peut très bien méditer en marchant dans la nature. Mais attention, la méditation, je vous l'ai dit, un des ennemis, c'est la distraction. Donc, quand on est dans la nature ou si on il ne faut pas confondre méditer et se concentrer sur quelque chose. Mhm. Et donc, mais oui, bien sûr, quand on a l'habitude de méditer, on peut être dans l'instant présent et dans la pleine conscience, parce qu'on va parler de pleine conscience, d'instant présent en marchant, en se promenant. On n'est pas obligé d'aller dans une salle de sport, bien sûr. On peut aussi faire une séance de yoga maintenant avec YouTube tout seul chez soi. Ça va être un moment de méditation. Il y a des petites séances, hein, ou du qigong, hein. Le qigong, c'est aussi des mouvements très méditatifs où on réapprend à respirer et ça fait du bien vraiment à la santé. Pour les gens qui peuvent pas se poser, parce que vous savez, il y a des gens qui sont vraiment hyperactifs et qui ont du mal à se poser. Donc au départ, de peut-être faire avec des mouvements, c'est un petit moment pour soi et ça, on commence déjà à travailler la méditation, mais en mouvement. Voilà, c'est un petit peu les conseils que je donnerais. D'accord. En tout cas, merci. Et si vous aviez un exercice à nous faire faire pour de temps en temps revenir dans l'instant présent. Ben, juste soit s'asseoir, bon là on est assise, donc ça va, s'asseoir ou s'allonger si on a le temps, voilà, se mettre un peu le dos le plus droit possible, soutenu pour pas avoir trop de douleur. Si on est allongé, souvent c'est mieux parce qu'on peut se détendre plus facilement. C'est juste de s'arrêter, quoi, puis de fermer les yeux. Alors on va fermer les yeux et de revenir à la pleine conscience de sa respiration, de s'écouter respirer. Et on peut même se répéter mentalement, je suis conscient que j'inspire à l'inspiration et je suis conscient que j'expire. Prendre conscience que à chaque inspire, à chaque expire, on est relié à quelque chose de plus grand que nous. Qu'à chaque inspire, à chaque expire, c'est la vie elle-même qui nous traverse. Rien que de se poser, de s'écouter respirer, on est déjà dans un travail méditatif. Et tout en écoutant sa respiration, on peut aussi essayer voilà, de se placer en témoin qui observe ce qui est présent. Alors au niveau du corps, comment est-ce que je sens mon corps dans l'instant présent? Est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce qu'il y a des inconforts physiques? Est-ce qu'au contraire, c'est agréable ou neutre? Et on essaye de se placer dans une attitude, vous savez, d'accueil, de détachement, comme si on regardait les choses un petit peu avec un petit peu de recul. On observe ce qui est là. On essaye de l'accepter, d'être bienveillant. Et puis, on essaye aussi de voir s'il y a des pensées qui passent. Et s'il y a des pensées qui passent, eh ben on essaye de juste les regarder, ne pas s'y accrocher. Et si on s'aperçoit qu'on est parti dans nos pensées vraiment, eh bien gentiment, avec voilà, comme on le ferait avec un enfant, on ramène la conscience vers la respiration, les sensations,
Peut-être on pourrait aussi écouter les bruits s'il y en a à l'intérieur, à l'extérieur de notre corps. Peut-être être aussi conscient de nos émotions s'il y en a. Et s'il y a une émotion, eh bien, pareil, essayer de faire comme un pas en arrière, regarder d'où vient cette émotion, pourquoi elle est là, qu'est-ce qui s'est passé, et essayer de laisser passer, de laisser couler, de se détacher, d'accepter tout simplement. Et rien que le fait de s'écouter, respirer, d'être conscient de ce qui est présent là, ici, maintenant, dans l'instant, ça va commencer à amener un petit peu de détente dans le corps. Ça va commencer à apaiser l'esprit. On peut, pour aider dans ce travail méditatif de pleine conscience, on peut rajouter un mot, par exemple, comme si on a besoin d'être détendu ou si on a besoin de confiance, on va rajouter le mot dont on a besoin. Donc on peut respirer en répétant mentalement le mot, par exemple, confiance à l'inspire, pour évoquer la vibration de ce mot. Et à l'expire, on peut répéter le mot confiance et avoir cette intention de diffuser cette vibration, cette énergie de confiance dans tout notre corps. On va se servir d'un mot comme support méditatif avec la respiration. Ça peut être une phrase comme je me détends ou je me relâche. Dans le yoga, on essaye à l'inspire de se dire qu'on sent les tensions dans le corps et à l'expire, on se dit qu'on relâche les tensions. Donc, j'inspire, je sens les tensions, les préoccupations que j'ai. J'expire et je relâche. Je me détends. En fond, il y a toujours cette intention de détente, de relâchement même dans la posture. Je parle de la posture assise ou allongée ou le postural du yoga. On essaye de se détendre à chaque expiration un peu plus. À chaque inspire, on écoute les tensions s'il y en a. Puis quand on veut sortir de ces quelques minutes de méditation ou de ce long moment, si on est resté un long moment, eh bien on reprend conscience de son corps, de sa position. On peut allonger un peu le souffle et pousser un soupir. Et puis commencer à bouger un peu les doigts des mains, les orteils et s'étirer si on a besoin et réouvrir doucement les yeux. Donc là, c'est très très court, mais l'idée, elle est là, quoi. C'est vraiment revenir à soi, à la conscience du coup. Moi, je sais pas si vous avez si ça s'est entendu, mais du coup, ça m'a détendu au niveau des intestins. J'ai mes intestins qui ont chanté pendant la... Donc, on entend, on est conscient de tout ce qui se passe, en fait. Et du coup, on va écouter des choses qui quelquefois passeraient à travers, parce que c'est vrai que dans un moment comme ça, si on a eu une émotion négative dans la journée, une contrariété, on va peut-être, alors après, si on a des techniques en plus comme le FT ou des techniques simples pour déprogrammer un peu ça, on va pouvoir tout de suite aussi agir, vous voyez, et ne pas rester bloqué dans une émotion. Mais rien qu'avec la respiration, déjà, souvent on arrive à s'apaiser, quoi. Hum. Quand tout s'agite autour de nous, c'est bien de temps en temps de De, pouvoir se, faire de l'exercice comme revenir à ça pour, l'intérieur. Voilà. C'est ouais. vraiment un travail de passer de l'extérieur vers l'intérieur. Parce qu'on est dans une société vraiment très, très agitée et on ne sait plus se poser. Comme vous le disiez,
la contemplation, ça fait partie de la méditation. S'asseoir devant juste un coucher de soleil et ne plus bouger, et juste accepter, enfin accueillir ce qui est là, c'est, c'est, euh, on le fait des fois, mais pas souvent. Hein. Apprendre à se réjouir de tout petit rien, c'est de la méditation, vous savez, c'est de la conscience. C'est-à-dire que le matin, se réveiller, se dire, mais je suis vivant, je suis en bonne santé, mais oh, quel change j'ai! Cultiver le contentement, l'émerveillement. Et là, en ce moment, il y a des fleurs là qui commencent à s'ouvrir, se dire, mais c'est magique la vie, quoi. Au lieu de se concentrer, si vous voulez, toujours sur ce qui va pas, juste se concentrer sur toutes ces choses qui sont, mais oui, merveilleuses, quoi. Alors ça change notre regard sur le monde, la méditation, notre façon de regarder la vie et le monde. Mm. Voilà. Mm. Et peut-être un peu plus écouter son intuition comme ça, ce qui vous est arrivé à vous quelque part. Et Ben oui, les rêves déjà. Bon, moi, en tant que psychanalyste, j'écoute mes rêves, mais bon, j'étais pas psychanalyste à l'époque ni psychothérapeute. Mais oui, écouter ces ressentis et ces intuitions. Vous savez, quelquefois, on est tellement agité que les gens nous disent, allez, viens, on va faire ci, on va faire ça. Et des fois, on ne sait même pas si on a envie ou pas. Juste se prendre 5 minutes et se poser cette question, se dire, mais est-ce que j'en ai vraiment envie là de ressortir ce soir ou de... Puis des fois, ben, non, et d'être capable de pouvoir dire, bah écoutez, non, là, je crois que j'ai besoin de me reposer. Ou, vous voyez, d'écouter un peu son corps, quoi. Et ça, il y a beaucoup de gens qui savent pas le faire, quoi. C'est pas facile, hein, on n'a pas été éduqués à ça, de toute façon. à dire non, à s'écouter. Mm. En tout cas, merci pour ce moment que vous nous avez apporté. Et ben, j'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres ateliers parce que vous avez tellement de, de pratiques et puis on sent vraiment que enfin, que c'est en vous, quoi. Donc, Oui, oui, c'est vrai que ce sentiment d'avoir d'être à ma place au yoga, je l'ai tout le temps, quoi. C'est pour ça que j'ai encore 6 cours, 150 élèves à mon âge, parce que je me dis, mais j'ai une chance extraordinaire de pouvoir pratiquer et en plus de faire du bien aux autres à travers ce travail-là. Et c'est pareil pour quand j'ai fait mes études, j'avais ce sentiment de ouais d'être rentrée à la maison. Ouais. Et pour la psychothérapie aussi, mais bon, ça me fatigue un peu plus maintenant quand même, mais je continue quand même un petit peu parce que oui, j'ai trouvé le sens, voilà, ce qui donne du sens à ma vie en fait, avec toutes ces pratiques. Mm. Voilà, mais si moi je l'ai fait, ce chemin, je pense que plein d'autres peuvent le faire aussi. J'en suis persuadée. Mais écoutez, merci beaucoup. Et merci. bon, bah, prenez bien soin de vous. Vous Et que aussi. tous les gens qui regarderont cette vidéo, ben, j'espère qu'ils auront envie de se poser un petit peu et de prendre soin d'eux. Voilà, je vous souhaite le meilleur. À Merci. bientôt. À bientôt, vous aussi. Merci. Bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir.